Bonjour à tous. À l'issue de cette vidéo, allez voir le film Executive Action de 1973. Je vous laisse voir le titre en français apparaître à l'écran. Il est facilement trouvable sur les plateformes en ligne comme ok.ru. Et écoutez les quelques scènes croustillantes, notamment quand deux hommes d'affaires texans se promènent dans le jardin de la maison. Écoutez attentivement ce qu'ils se disent entre eux. Et d'ailleurs, ça a peu de rapport avec l'affaire Kennedy qui est le principal sujet du film. Mais est-ce que le rapport est si éloigné que ça? Rappelons-nous, le président Kennedy, bien qu'avec plein de défauts, était plutôt remonté contre le complexe militaro-industriel. Et qui est secrétaire aujourd'hui à la santé et aux services sociaux des États-Unis depuis 2025? C'est Robert Francis Kennedy Jr. C'est le fils de Bobby Kennedy, qui lui-même a été assassiné pendant les élections. Et c'est le neveu de JFK. Et il est plutôt remonté contre les industries pharmaceutiques, qui s'empressent elles-mêmes de le traiter de... vous connaissez le mot. Mais il n'est pas anti... Non, il est contre l'industrie qui est derrière. Parce que il sait pertinemment quelles sont leurs motivations. Et on ne jugera véritablement les hommes comme Robert Francis Kennedy Jr. que quand on aura véritablement compris les délits d'initiés, les impostures, pour ne pas employer d'autres mots, qui dirigent ce monde. Et là, on s'apercevra que des gens comme Robert Francis Kennedy ou d'autres se gardaient bien de désigner frontalement l'ennemi, mais faisaient tout dans ses actions pour les affaiblir, notamment en coupant ou en supprimant totalement les budgets pour les industries pharmaceutiques dans la plupart des universités. Mais il y en a qui résistent, il y en a qui ont fait leur deal avant. C'est la raison pour laquelle, après ce préambule, je voulais analyser avec vous le brevet US 2025/012-7870A1 qui s'appelle mRNA Vaccines Against Antivirus, qui a été publié le 24 avril 2025, donc il y a un peu moins d'un an. Enfin, validé dans tous les cas. J'imagine qu'il a été reçu par l'administration le 15 septembre 2022. PCT Field, September 15, 2022. Alors, c'est marrant. Je vous parlais du film Executive Action en premier lieu, qui se déroule surtout à Dallas, au Texas. On parlait un petit peu de Kennedy, très bien. Par qui a été déposé ce brevet? Eh bien, par le Board of Regents de l'University du Texas, à Austin. Comme vous le savez, probablement, Dallas est aussi au Texas. Le Texas, c'est là où, selon les services secrets de l'époque, Kennedy, je parle de JFK à l'époque, avait le plus d'ennemis. On lui avait dit, ne va surtout pas au Texas, encore moins à Dallas, tu te feras buter, c'est sûr. Mais pourquoi? Pourquoi avait-il le plus d'ennemis là-bas? Lui qu'on disait progressiste, mais il n'était pas seulement progressiste, il avait identifié le complexe militaro-industriel. Et moi je pense que c'est un des États où ils sont le plus puissants. Regardez d'ailleurs où Elon Musk a transféré toutes les activités de Tesla quand il est parti de Californie. D'accord? Non seulement ils sont conservateurs, mais, et je dirais que non, c'est le fait même qu'ils soient conservateurs qui dicte toute leur politique. C'est un petit peu comme dans la série Filthy Rich, que je suis en train de regarder en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils en parlent dans un des emails d'Epstein, je vous en avais parlé. D'ailleurs, pourquoi on disait à Epstein, tiens, regarde cette série Filthy Rich, dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce qu'il en avait à foutre, Epstein? J'ai pas regardé encore jusqu'au bout, mais ça parle d'un petit noyau de gens très soudés. On devine que c'est dans l'état du Texas ou avoisinant.
de familles très anciennes des États-Unis, qui n'ont l'air de rien, mais qui en réalité forment des cercles très puissants et très décisionnaires pour tout type de choses. Venons-en donc au brevet. Donc déposé le 15 septembre 2022, accepté le 24 avril 2025. Donc le titre traduit en français, ça donne vaccin ARNM contre l'hantavirus. Inventeur Alexander Boukreyev, Mariano Garcia Blanco, Ivan Kuzmin, Ruben Soto Acosta. Le document décrit la conception, la production et l'administration de vaccins à base d'acide nucléique, NAV, spécifiquement des vaccins à ARN messager, ARNM, pour prévenir les pathologies liées aux hantavirus, comme le virus Andes. À ce jour, le brevet précise qu'il n'existe pas de vaccin largement approuvé pour l'homme contre ces virus. Ensuite, on a tout un tas de choses techniques qui ne va pas forcément vous parler. On peut conclure en disant que ce brevet protège donc une plateforme vaccinale à ARNM, linéaire ou circulaire, ciblant les glycoprotéines des hantavirus. Il utilise des technologies de modification de l'ARN, pseudoridine, et de livraison, LNP, similaires à celles employées pour les vaccins ARNM contre la Covid-19, mais appliquées ici à la fièvre hémorragique et au syndrome pulmonaire causé par les hantavirus. Les données présentées indiquent une protection totale contre une dose létale de virus Andes chez le hamster syrien. Alors, la première chose qui doit attirer notre attention, c'est que commercialement, ils ne se sont pas intéressés à un des nombreux hantavirus qui sont... D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne se transmettent pas à l'homme. Non. Comme par hasard, c'est le hantavirus causé par le virus des Andes, qui est notamment visé, celui qui a un taux de mortalité moyen à peu près de 40%. Donc retenez bien ça, jusqu'à maintenant, grosso modo, il n'y avait pas de traitement curatif pour l'infection à hantavirus. L'élimination ou la minimisation du contact avec les rongeurs est le meilleur moyen de prévenir l'infection. Très bien. Gardez ça dans un coin de votre tête. Donc, je me suis demandé quel était l'intérêt, je ne suis pas dans le domaine, je ne connais rien, de déposer un tel brevet avant même qu'il y ait un vaccin existant. Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner, potentiellement ? Qui représente les personnes qui ont déposé factuellement le brevet ? Alors, pourquoi déposer un brevet avant même qu'un vaccin n'existe ? Dans le domaine de la recherche scientifique, pharmaceutique, c'est standard et nécessaire de déposer un brevet bien avant la commercialisation d'un produit pour plusieurs raisons stratégiques. Le système First to Fly, le premier déposant. La majorité des pays, dont les États-Unis, accordent le brevet à celui qui dépose la demande en premier, et non pas à celui qui a eu l'idée en premier. C'est tout ce qui différencie Edison et Tesla. Attendre que le vaccin soit finalisé et testé cliniquement prendrait des années, période durant laquelle un concurrent pourrait déposer une invention similaire. Mais du coup, faisons une petite pause là. On peut se demander, si c'est la course à celui qui est le premier, pourquoi ils sont pressés en 2022 ? 2022, je vous rappelle, on sort tout juste du Covid-19, et la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est ça y est, on a repéré un nouveau virus et tout, on dépose le brevet maintenant, en sachant qu'il sera validé peut-être dans... il a été validé presque 4 ans après, 3 ans et demi après. Bon, pourquoi 2022 On verra tout à l'heure, les Américains avaient déjà connaissance des hantavirus lors de la guerre de Corée. Et je crois que c'est un Japonais, on verra tout à l'heure, ou un Coréen, qui a identifié et synthétisé le virus en 1976. Donc pourquoi le brevet qu'on va décrypter aujourd'hui n'a pas été déposé en, 1980, 85, 90, 95 ? Non. C'était... on considérait que c'était pas rentable pendant des années de s'occuper de ce virus-là. Par contre, en 2022, là, il y a des mecs qui se disent on y va, ça pourrait être rentable. Alors pourquoi ça pourrait être rentable ? C'est une question, c'est du bon sens. Alors, autre objectif, protéger l'investissement en recherche et développement. Développer un vaccin coûte des centaines de millions d'euros. Le brevet garantit à l'organisme de recherche, ici donc l'Université du Texas, qu'il aura l'exclusivité de l'exploitation si les tests réussissent, ce qui permet de rentabiliser les fonds investis. Il y a aussi la définition d'une invention. En droit des brevets, de l'invention, c'est pas le produit fini, le flacon de vaccin, mais la méthode, la composition chimique ou la séquence génétique permettant de le créer. Dès que les chercheurs ont prouvé que leur concept fonctionne, ici sur des hamsters, l'invention est considérée comme réalisée et peut-être protégée. Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner potentiellement ? Oui, potentiellement beaucoup. Un brevet, c'est un actif financier. Comment il peut générer des revenus ? Par les accords de licence.
L'université du Texas, donc le déposant, ne fabriquera probablement pas le vaccin elle-même. Elle vendra des licences à de grandes entreprises pharmaceutiques comme Pfizer, Moderna, Merck, etc. en échange de redevances, royalties, sur chaque dose vendue. Il y a le monopole temporaire aussi. Un brevet accorde généralement une exclusivité de 20 ans. Pendant cette période, personne d'autre ne peut produire ce vaccin spécifique sans l'accord des détenteurs du brevet, ce qui permet de fixer un prix sans concurrence générique. Il y a aussi les marchés stratégiques et biosécurité. Les hantavirus sont considérés comme des menaces sérieuses avec des taux de mortalité élevés. Un vaccin efficace pourrait faire l'objet de contrats gouvernementaux massifs pour constituer des stocks stratégiques de santé publique ou de défense. Donc, qui a déposé factuellement le brevet? Il s'agit du Board of Regents de l'Université du Texas, alors University of Texas System, basée à Austin, Texas. Donc c'est l'entité juridique qui possède les droits de propriété intellectuelle de l'université. C'est beaucoup de partenariats public-privé là-bas. Enfin, ça fonctionne pas du tout comme ici, l'université de la Sorbonne ou machin. Elle est pas, je pense pas, aujourd'hui, elle n'est pas encore financée en majorité par des entreprises privées. Aux États-Unis, c'est le cas. Ce qui finalement, de façon évidente, permet au système capitaliste, enfin aux entreprises privées, de pérenniser le système. C'est-à-dire de rendre les élèves familiers aux entreprises privées elles-mêmes et de ne pas, quelque part, plus tard dans leur carrière, que ces gens-là ne déçoivent pas ou ne se retournent pas contre ces entreprises. Hein. C'est évident. Réfléchissez. Est-ce que vous allez avoir une mauvaise image d'une entreprise qui va en partie financer vos études, ou financer du moins le matériel présent dans les laboratoires ou les salles de recherche, pendant 3, 4, 5 ans? Non, vous allez réfléchir avant de critiquer ces sociétés, c'est évident. Et les inventeurs qui sont répertoriés, donc c'est Alexander Boukreyev, Mariano Garcia Blanco, Ivan Kuzmin, Ruben Soto Acosta. Donc, pour résumer, ce dépôt, c'est une démarche classique de protection de la propriété intellectuelle universitaire. L'intérêt, c'est de marquer son territoire technologique sur l'ARNM appliqué aux hantavirus afin de pouvoir, à l'avenir, soit poursuivre le développement, soit vendre la technologie à l'industrie pharmaceutique. Donc, voici les personnes qui ont été les inventeurs. Donc, Alexander Boukreyev. D'ailleurs, on voit ici un article de France Info qui s'appelle « Les Big Pharma vendent-elles déjà un vaccin ?» Intéressant, ça nous dit, c'est lui donc, Boukreyev, en 2022, qui a déposé un brevet pour un vaccin, lui et d'autres. Nous avons breveté ce vaccin il y a 3 ou 4 ans que nous avions testé sur des animaux, des hamsters. Selon nos résultats, à l'heure actuelle, ce vaccin est efficace. Mais il n'est pas encore prêt à être utilisé chez l'homme, car nous ne sommes pas allés jusqu'aux essais cliniques. J'aurais aimé qu'on soit prêt, mais clairement, on ne l'est pas. Donc, là, France Info, qui depuis quelques années défend systématiquement le système, nous dit que déposer un brevet pour continuer la recherche, c'est une procédure classique. Ça ne veut pas du tout dire que ce vaccin est prêt. Oui, mais si vous vous souvenez de l'épisode des Guignols, enfin qui, je veux dire, bien sûr, c'est de la fiction, c'est drôle, etc., mais ça dit une vérité, c'est... Non, mais faut pas leur vendre tout de suite le remède. Tu laisses le truc s'installer, et quand tout le monde le demande, là, tu fixes ton propre prix, qui est stratosphérique, et c'est là que tu gagnes de l'argent. Et d'ailleurs, ce type d'article, France Info, ne prouve rien du tout, parce qu'on ne connaît pas l'intention de certaines industries. Et si c'était complètement cynique, et s'il y avait un agenda, ce qui reste donc à prouver, ça pourrait être, vous me suivez, soit de gagner beaucoup d'argent, pour eux, soit d'éliminer une partie du cheptel humain, c'est-à-dire... avec un taux de létalité de 40%, sur 8 milliards d'habitants de la planète, vous voyez, ça peut... Voilà. Ou peut-être que l'intérêt pour eux est un mélange des deux, gagner de l'argent, et... Et bizarrement, donc là c'est l'article qui nous le dit, c'est un virus qui circule depuis un certain temps déjà, mais sur lequel il y a peu de recherche, parce que c'était peu rentable. C'était. Ils disent pas, c'est peu rentable. Ils disaient, non, dans le passé, c'était peu rentable. C'est intéressant ça. C'est une maladie qui touche des populations assez éloignées, et donc c'est là qu'on voit qu'il y a une guerre entre le complexe pharmacico-militaire-industriel et certains gouvernements.
Et on voit qu'il y a une stratégie de certains gouvernements dans le monde contre les vaccins, comme aux États-Unis, où des fonds pour la recherche ont été retirés, indique Hazel Zarbaeva. Ils sont pas contre les vaccins, ils sont contre les industriels pharmaceutiques qui peuvent avoir des conflits d'intérêts. Faut réfléchir 2 minutes. Ils sont peut-être contre les vaccins quand ceux-ci interviennent après des épidémies qui sont transmises de façon discutable ou alors à étudier. C'est pas très clair tout ça. Donc voilà pour Alexander Boukreyev. Donc Mariano Garcia Blanco, chercheur universitaire dans le domaine des sciences biologiques, il est connu pour ses travaux sur les protéines d'ARN. Son laboratoire travaille sur les virus à ARN et les maladies auto-immunes. Ivan Guzmin, voilà sa fiche, un expert aussi. Bizarrement, il a été expert aussi vous voyez, en 2017, donc c'était avant le Covid. Surveillance des coronavirus de chauve-souris au Kenya. Tiens, intéressant, parce qu'on prend les mêmes quelque part que la dernière épidémie et on recommence avec une autre. Enfin, moi, c'est ça que je constate. J'y connais rien, mais je constate. Ok. Ruben Soto Acosta, apparemment donc expert aussi en virus, en infection. La dengue aussi, qui est une maladie assez présente en Afrique. Donc oui, les fact-checkers nous disent « Mais non, mais attends, ça existe depuis extrêmement longtemps, les hantavirus. » Oui, et alors? C'est le timing là qui est à observer, pas le fait que ça existe depuis longtemps. Donc ça aussi, on va essayer de façon neutre de donner un petit peu l'historique des hantavirus. Donc ils sont absolument pas nouveaux. Selon les études phylogénétiques, les hantavirus existent depuis des millions d'années. Ils ont évolué en même temps que leurs hôtes naturels, les rongeurs, les chauves-souris, etc. Et dans la plupart des cas, le virus ne rend généralement pas le rongeur malade. Ça prouve une adaptation très ancienne. Le virus et l'animal ont appris à vivre ensemble sur des échelles de temps géologiques. Ce qui est plus étrange, c'est que celui-là qui se répand le plus ces derniers temps, c'est celui qui soit le plus létal pour l'homme. Et le seul d'ailleurs qui se transmet à l'homme. C'est vrai que c'est étrange. Donc, quand a-t-on découvert ces hantavirus ? Donc, on décrit des symptômes similaires dans des textes médicaux chinois d'il y a 1000 ans. Vers les années 1930 aussi, on a observé chez les Japonais en Mandchourie et en Europe du Nord des épidémies inexpliquées, mais le virus restait invisible. Le tournant, c'est la guerre de Corée, 1950-1953. Plus de 3000 soldats des Nations Unies ont contracté une fièvre mystérieuse appelée fièvre hémorragique de Corée. Le taux de mortalité était élevé, 10 à 15%. À l'époque, les scientifiques savaient qu'il s'agissait d'un virus, mais personne n'arrivait à l'isoler en laboratoire. Alors, moi je vais être un petit peu plus cynique, parce que certains le sont dans l'industrie. On sait très bien que la guerre de Corée a servi à d'innombrables tests de la part de l'armée américaine. Que ce soit sur les tests MK-Ultra, les tests aussi sur les prisonniers coréens, c'est-à-dire pour les faire parler, ou pour voir aussi si on confiait un secret à un soldat américain, s'il pouvait le garder même s'il était questionné, y compris avec du LSD, etc. Donc, on voit bien que les Américains, et ça a été aussi valable pendant le Vietnam, ils se contentaient pas d'envoyer des soldats, des hommes à la boucherie, des hommes, pas des femmes, je précise. En plus, ils faisaient des expériences sur ces gens-là. Voilà. Parce que probablement, ils se disent perdu pour perdu, bon bah autant. Donc, est-ce que le fait qu'on ait découvert ça pendant la guerre de Corée, c'était vraiment un pur hasard ? Ou est-ce que c'était déjà l'armée américaine qui testait le degré de létalité de plusieurs virus, en ayant peut-être en tête des choses qui sont précisées dans le film Executive Action, dont je vous ai parlé au début, ou certaines choses dont parle Bill Gates aussi, concernant le monde. Mais la vraie découverte scientifique, là où on a réussi à isoler le virus, c'était en 1976, par le docteur Oh Wang Lee, un virologue sud-coréen. Et donc, le virus a été nommé virus Hantaan, en hommage à la rivière Hantaan en Corée du Sud. Et donc, c'est de là que vient le nom générique hantavirus. Et aux États-Unis, officiellement, c'est en 1993 qu'on découvre le syndrome pulmonaire à hantavirus, SPH. Beaucoup plus mortel, Ah oui, 40% de décès. Voilà, donc plus efficace, quelque part. Donc, je vais vous dire une phrase, là, il faut bien écouter. Le brevet dont on parle aujourd'hui, il porte pas sur la découverte du virus, on a bien compris, mais sur une nouvelle arme technologique
pour le combattre. Donc c'est là où on se pose la question du timing. Pourquoi 2022 ? Pourquoi ça a été déposé en 2022 ? Avec certains des scientifiques, des experts qui avaient déjà travaillé sur le coronavirus des chauves-souris. Enfin, on a le droit de se poser des questions. Je veux dire, ça concerne 8 milliards de personnes. C'est un droit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Regardez, on regarde une carte de la France, là. Météo France. Oh bah dis donc, il fait très 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 chaud en ce moment. Demain, il y a même prévu... Alors moi, j'habite dans une des 2 régions où il fait le plus froid en France. Et demain, il fera 36 degrés. Je vous dis très franchement, il n'a jamais fait 36 degrés au mois de mai, là où je suis. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. C'est d'ailleurs étrange parce qu'il fait plus chaud qu'à Marseille. Bref. Et alors ? Tiens, le lien qu'on peut faire, c'est au moment où l'hantavirus devient officiellement une épidémie mondiale, puisqu'elle touche plusieurs nationalités. Ah bah, il commence à faire très chaud pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Bon, alors on va voir si l'influence du climat et des températures donc a une influence sur les hantavirus. Alors, l'effet direct de la chaleur sur le virus. Le hantavirus est un virus enveloppé, donc il est protégé par une couche de lipides. Cela rend très fragile à l'extérieur de son hôte. Les hautes températures accélèrent la dégradation de l'enveloppe virale. Donc dans un environnement très chaud, le virus survit beaucoup moins longtemps dans les excréments ou l'urine des rongeurs. Bon. Une forte exposition au soleil détruit également le virus en quelques heures. Et le risque de contamination directe par inhalation de poussière infectée diminue paradoxalement lors d'une canicule extrême en plein air. Là, je suis neutre, hein. J'essaie d'être objectif, de vous dire pas uniquement les choses qui peuvent nous plaire dans un sens ou dans l'autre. Alors, il y a 2 possibilités. Est-ce que nos dirigeants ont peur de ce machin qui aurait été distribué par des petits groupes d'intérêts privés ? Parce que ça aussi, c'est une possibilité, hein. Est-ce que tous les gouvernements sont d'accord pour réduire le cheptel humain, etc. ? Je pense pas du tout. Non, je ne pense pas. Par contre, des groupes privés très déterminés, je veux dire, il suffit d'avoir quelques contacts dans des labos, comme on va le voir, de faire tout ce qu'il faut pour que un des infectés prenne un vol commercial où il y a toutes les nationalités qui sont représentées, et puis, je dirais qu'un groupe motivé de 30-40 personnes pourrait arriver à quelque chose. C'est pas forcément tous les gouvernements qui sont au courant. Bref, au niveau des gouvernements, peut-être qu'ils ont bien vu qu'il y avait une tentative, peut-être que pour eux d'ailleurs c'est du terrorisme biologique. C'est possible. Personne ne dit que tous les gouvernements maîtrisent ce qu'il est en train d'arriver. Donc, voyant ça, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on part du principe qu'ils essayent de réduire les émissions à effet de serre avec des produits répandus dans l'atmosphère, qui fait qu'ils réussissent à maîtriser la chaleur sur Terre, à nous cacher la réalité, bon, c'est peut-être une possibilité. Eh bien, dans ce cas-là, ils penseraient bien faire, je parle au conditionnel, hein, cette opinion, ça ne regarde que moi, ils penseraient bien faire en réduisant ou en supprimant les produits répandus dans l'atmosphère qui sont faits pour atténuer l'impact de la chaleur du soleil sur notre Terre. Par contre, à contrario, si c'est une chose voulue de répandre ce truc-là, eh bien la chaleur a un effet extrêmement positif sur la prolifération des bêtes, donc des rats. Hein, c'est-à-dire que retenez bien que au niveau du virus lui-même, la chaleur a tendance à réduire son efficacité et sa portée, mais le risque augmente avec la chaleur. Le hantavirus ne se propage pas d'homme à homme, mais dépend entièrement de la densité de la population de rongeurs. Quand on a un hiver doux, ce qui a été le cas cette année, enfin, là aussi, moi où je suis, j'ai eu très froid peut-être 2 jours cet hiver, c'est tout. Donc des températures clémentes en hiver permettent à un plus grand nombre de rongeurs de survivre. Au printemps, la population de base est plus élevée, ce qui entraîne une explosion démographique. Il y a aussi le phénomène de masting, la production de graines. Des étés chauds et humides favorisent la production massive de fruits à coque. Et on a eu beaucoup d'humidité, il a plu vachement en janvier, février, mars, et tout d'un coup il fait super chaud. Donc, comme par hasard, des étés chauds et humides favorisent la production massive de fruits à coque. Donc, comme les glands, les faines de hêtre, cette abondance de nourriture permet aux rongeurs de se multiplier de manière exponentielle. Tiens donc.
plus il y a de rongeurs, plus le virus circule entre eux, et plus la charge virale dans l'environnement augmente. Il y a aussi l'impact des variations brutales. Il y a peut-être, 15 degrés de différence entre il y a une semaine et demie et aujourd'hui. Alors, les sécheresses et canicules. Lorsque les sources d'eau et de nourriture s'assèchent à l'extérieur à cause d'une chaleur excessive, les rongeurs ont tendance à entrer dans les habitations, les granges, les entrepôts à la recherche de fraîcheur et d'humidité. Ça augmente drastiquement le risque de contact avec l'homme. Il y a aussi les inondations après de fortes chaleurs. Les pluies torrentielles qui suivent souvent les périodes de canicule délogent les rongeurs de leur terrier, les forçant à se déplacer vers des zones occupées par l'homme. On peut aussi peut-être inclure les taupes. Et il y a des scientifiques qui observent que le réchauffement global permet au hantavirus de gagner du terrain. Avec la hausse des températures moyennes, les rongeurs porteurs du virus migrent vers le nord ou vers des zones de montagne autrefois trop froides pour eux. Un exemple, le virus Pumala, un type de hantavirus, s'étend vers le nord de la Scandinavie à mesure que les hivers deviennent moins rigoureux. Voilà. Alors, quelles sont les choses un peu bizarres dans cette gestion de la crise qui ont pu émerger? Moi, j'ai le sentiment, et je parle bien encore une fois d'un sentiment humain, je suis une personne, j'ai des impressions, je dis pas que ce que je dis est prouvé, est gravé dans le marbre, etc. Mais j'ai l'impression que tout a été fait pour répandre au plus vite, au mieux, quelque chose qui était à la base sans importance au niveau mondial. On a d'abord, c'était quoi? C'était une croisière, pas une croisière de loisirs, j'ai le sentiment que c'était une croisière avec des chercheurs de tous les pays. Bon, alors déjà, moi je retiens un truc, c'est quasiment tous les pays, bon, très bien. Et ce qui se passe, c'est que on ne confine pas tous les gens à bord qui ont été malades. Non, pas du tout. L'épouse du premier passager décédé à bord du navire, donc qui était néerlandaise, elle a été autorisée à débarquer sur l'île de Sainte-Hélène, donc c'est en face de l'Afrique, c'est pas loin du Cap Vert, si je dis pas de bêtises, alors qu'elle présentait déjà des symptômes légers. Bon. Mais c'est pas suffisant, elle a ensuite embarqué sur un vol commercial, donc avec d'autres gens, à destination de Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le but de regagner les Pays-Bas. Alors, expliquez-moi, on a déjà eu l'expérience du Covid il y a plusieurs années, expliquez-moi pourquoi, en face de quelque chose d'inconnu, on autorise quelqu'un à prendre un vol commercial, alors que si on était prudent, ou si la Hollande avait été prévenue, peut-être qu'ils auraient dit « Attendez, non, on envoie un hélicoptère, un avion, elle va rentrer toute seule et on va s'en occuper. » Non, non, pas du tout. Elle prend un vol commercial, elle s'est même effondrée à l'aéroport international OR Tambo de Johannesburg, alors qu'elle tentait de prendre sa correspondance, parce qu'en plus elle a changé d'avion, pour toucher le maximum de gens possible. Elle est malheureusement décédée peu après, et les tests ont confirmé qu'elle était porteuse du hantavirus. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux, quelque part, que de prendre des vols commerciaux pour transmettre le machin à tout type de nationalité, Et d'ailleurs, il y a eu, à bord de cet avion, il y a eu une pauvre hôtesse de l'air qui a reçu le virus, malheureusement. Il y a aussi le cas français, la patiente française qui était sur ce bateau, actuellement hospitalisée dans un état critique en réanimation dans un hôpital parisien. Elle faisait partie des passagers du MV Ondius. Donc contrairement à la néerlandaise, elle était prise en charge à son arrivée, mais elle a voyagé aussi sur un trajet commercial international. On lui a pas envoyé un jet ou un hélico, non, du tout. Du tout. Avant même donc que le diagnostic de hantavirus ne soit formellement posé sur tout le groupe, et ça a suscité de vives critiques sur le protocole de quarantaine. Ah oui, on dirait que c'est fait presque exprès. Vous n'allez pas me dire qu'avec toute l'expérience qu'on a du Covid, etc., où on nous faisait chier pour moins que ça, là, bizarrement, il n'y a rien du tout. Donc ça, moi, je trouve ça bizarre. Je suis pas un expert, je suis un être humain qui trouve ça bizarre. Du coup, tout ça nous donne envie de nous intéresser un petit peu plus à l'université du Texas. Le Board of Regents, qui est l'entité qui a déposé ce brevet en 2022, qui a été accordé en 2024, sur un vaccin contre l'hantavirus. Donc fait partie de l'université du Texas, UT System. C'est pas seulement un conseil d'administration académique, c'est un des acteurs les plus puissants et les mieux financés de la recherche mondiale. Parce que ça dépend des États. Il y en a où l'État a supprimé complètement les aides, etc. Mais il y a certains États qui ont négocié avec l'État fédéral
Et ils ont des aides, comment dire, ils ont des partenariats publics-privés qui sont colossaux. Hein. Donc les liens de l'Université du Texas avec l'industrie pharmaceutique et les grandes marques sont structurels, financiers, stratégiques. Il y a des partenariats directs avec Big Pharma, entre guillemets. L'Université du Texas, notamment via l'UTMB à Galveston, où travaillent les inventeurs du brevet antivirus, fonctionne comme un laboratoire de recherche et de développement externe pour les géants pharmaceutiques. Il y a la licence de brevet. Le premier but du Board of Regents, c'est de monétiser les découvertes. Par exemple, l'Université du Texas a joué un rôle crucial dans le développement de la technologie de la protéine Spike, utilisée dans les vaccins ARNM de Pfizer et Moderna. Hein ? Tiens donc, on retrouve les mêmes équipes que... notamment, je vous avais dit, hein, on a Ivan Kuzmin, qui fait partie de l'équipe des déposants, qui avait une expertise en coronavirus dès... même 2003, hein, je vois dans les études là, qu'il a déposées, Lissa viruses isolée des chauves-souris en Russie en 2003. En 2009, détection of novel SARS-like and other coronaviruses in bats from Kenya. Le mec, il a une bonne expérience. Et je veux dire, moi, de l'extérieur, en tant que citoyen lambda, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est des équipes qui ont déjà travaillé sur les coronavirus et qui déposent des brevets sur les hantavirus, hein, voilà. Parce que nous, on a juste l'impression de sortir d'une épidémie pour entrer dans une guerre, pour re-rentrer dans une autre épidémie. C'est l'impression qu'on a en tant qu'être humain. Donc, Protein Spike utilisé dans le vaccin ARNM de Pfizer et Moderna. Ça a généré des centaines de millions de dollars de royalties pour l'université. Et oui, c'est pour ça aussi qu'ils déposent des brevets. Hein, c'est-à-dire, plus ils déposent des brevets, etc., et plus la chose arrive quelque part, et plus ils touchent de royalties, l'université, quand la chose se développe, plus ça fait d'argent pour l'université. Et oui. C'est un peu comme... je vais dire une connerie, mais ça fait vraiment penser à ça dans le film Ripou, les Ripoux, Ripou contre Ripou. À un moment, il y en a un qui résume, il dit... je crois que c'est Thierry Lhermitte, il dit « Ah ouais, donc si je comprends bien... Vous enfermez pas les mecs d'en bas parce que ça devient des indiques pour réussir à arriver au mec d'en haut, le mec qui est en haut de la chaîne, mais une fois que vous avez chopé le mec d'en haut, vous le relâchez aussi parce que ça fait un indique pour les mecs qui sont plus hauts. Donc en fait, Thierry Lhermitte dit donc en fait, vous arrêtez jamais personne. C'est ça qui est monstrueux. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce modus operandi par rapport aux universités qui sont intéressées par les financements. Ils touchent plus d'argent si un virus est développé à l'échelle mondiale. Alors vous allez me dire, ils déposent peut-être plein de trucs dans l'espoir que quelque chose tombe parmi ces centaines de brevets déposés et que ça leur fasse de l'argent. Peut-être. Mais rien comme raisonnement, en fait, c'est malsain. Ils en sont presque à souhaiter. C'est comme si... Ouais, quelqu'un qui paye qui espère que quelqu'un décède pour avoir sa maison, quoi. Je trouve ça malsain pour des universités connues. Bref, et donc, ils touchent de l'argent pour développer d'autres trucs encore plus probables, encore plus dangereux, pour avoir encore plus de moyens pour détecter d'autres trucs qui vont leur apporter de l'argent si ça se développe, donc, et qui vont encore... Enfin, on n'en finit jamais. Où est-ce que ça nous amène ? La Bible nous dit « Tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits ». Bah là, les fruits, ils sont pourris, hein. Voilà. Il y a aussi les essais cliniques, hein, les centres médicaux de l'UT, comme l'UT Southwestern ou le MD Anderson Cancer Center, sont des sites majeurs pour les essais cliniques financés par des entreprises comme Merck, Novartis, Johnson & Johnson et GSK. Et dans les employés qui font partie des déposants, on en a un qui était expert là, dans les cancers. Attendez, lequel on a vu passer ? Je ne sais plus. Mais j'ai vu en passant que Alexander Boukreyev, il est aussi spécialiste dans l'investigation des réponses immunitaires au virus Ebola. Hein. Voilà. Donc quand un certain professeur français émérite avait dit dans les médias, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté quelque chose au dernier virus, et que ça a été fait par des biologistes moléculaires. Bon, c'est vrai que tu peux te dire, tiens, ils rajoutent les pires saloperies les plus létales et ils font des cocktails, bon, je sais pas. Allez, on continue.
Il y a aussi le financement par des agences fédérales et de défense. Pour des virus comme le hantavirus, considéré comme un agent de menace biologique potentielle, les sponsors, entre guillemets, ne sont pas seulement privés, ils sont aussi gouvernementaux. Le NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, c'est le principal financeur. Il y a aussi la DARPA et le département de la défense, DoD. L'armée américaine finance souvent les recherches sur les vaccins contre les virus hémorragiques, Ebola, hantavirus, Marburg, via l'UTMB de Galveston, parce que ces virus sont perçus comme des risques pour la sécurité nationale. Surtout que c'est depuis la guerre de Corée qu'ils ont l'expérience du hantavirus, donc ils doivent avoir des dossiers bien gardés. Et attendez, qui c'est qui nous balance en ce moment des dossiers sur les soi-disant ovnis, tout ça, qui, comme on l'a vu avec Guillaume et Frater 7, servent juste de distraction? C'est le département de la défense, le DoD, qui balance ces dossiers, peut-être pour nous faire penser à autre chose, pendant que eux, en fait, l'armée américaine, est déjà sur les vaccins contre l'hantavirus. Je sais pas, c'est une possibilité. Troisièmement, on a l'UTIMCO, le bras financier. Le Board of Regents supervise l'UTIMCO, University of Texas A&M Investment Management Company. C'est le premier fonds de dotation publique universitaire aux États-Unis, gérant plus de 70 milliards de dollars. Vous imaginez, pour une université, c'est impensable des montants comme ça. Si vous prenez, je sais pas, l'université de la Sorbonne, 70 milliards. Non. La Sorbonne, ils doivent avoir un budget de 2 à 3 millions d'euros, c'est déjà bien, tu vois. Donc, ce fonds possède des actions dans presque toutes les grandes entreprises du S&P 500, y compris les géants de la pharmacie, de la technologie et de l'énergie. Il peut y avoir des conflits d'intérêts potentiels. L'université peut être à la fois celle qui invente un vaccin, celle qui détient le brevet, et celle qui possède des actions dans l'entreprise à qui elle vend la licence. Est-ce qu'elles ont des actions Johnson & Johnson? Est-ce qu'elles ont des actions Moderna, Pfizer? C'est possible. Même si on regardait dans le portefeuille, ça doit être le cas. Ensuite, il y a les liens avec des marques et des donateurs célèbres. Le nom University of Texas est associé à des marques mondiales par le biais de donations massives qui nomment les facultés. On a Dell Technologies. Michael Dell, le fondateur de Dell, c'est un donateur massif. La faculté de médecine d'Austin, au Texas, s'appelle la Dell Medical School. On a aussi la fondation Bill et Melinda Gates. Tiens donc, elle finance de nombreux programmes de recherche sur les vaccins au sein du système UT, notamment pour les maladies tropicales et émergentes. On a l'industrie de l'énergie. Le Texas étant l'état du pétrole, le Board of Regents a des liens historiques profonds avec des entreprises comme ExxonMobil ou Chevron, qui financent des chaînes de recherche et des infrastructures. Donc le Texas, c'est pas seulement un état conservateur, complexe militaire-industriel, etc. C'est aussi un des états qui produit le plus d'actifs. Vous imaginez les raffineries raffineries de pétrole qu'il y a au Texas? Donc cet argent, ils investissent. Et dans quoi ils investissent? Alors, qui sont les Regents eux-mêmes du Board of Regents de l'Université du Texas? C'est pas des professeurs, c'est des personnalités nommées par le gouverneur du Texas. C'est généralement des chefs d'entreprise de haut niveau, des investisseurs en capital risque, des avocats d'affaires. Par exemple, le président actuel, ou même certains membres passés, ont souvent des sièges dans des conseils d'administration de banques ou de grandes entreprises de services de santé. Alors, pourquoi est-ce que tout ça est important par rapport au brevet hantavirus? Sans être un méchant complotiste, le dépôt d'un brevet par le Board of Regents, c'est pas une démarche désintéressée, c'est une pièce sur un échiquier financier. Premièrement, protéger l'invention avec des fonds publics ou de défense. Deuxièmement, attirer un partenaire industriel, comme Pfizer ou une biotech spécialisée. Troisièmement, générer un retour sur investissement, qui alimentera le fonds de dotation de l'université et les bonus des départements de recherche. Donc, l'université du Texas fonctionne comme une entreprise d'État. Elle est intimement liée à l'industrie pharmaceutique par les contrats de licence et à la haute finance par son fonds d'investissement. Le brevet sur le hantavirus, c'est un actif qui attend patiemment d'être activé par un contrat industriel dès que le marché, ou une crise sanitaire comme celle du MV Andus en 2026, le rendra rentable. C'est se poser les vraies questions. On espère que rien de tout cela va arriver, mais les grosses chaleurs qui favorisent la prolifération des rongeurs, etc. Je sais pas, le timing est bizarre. Ce truc-là, c'est pas arrivé en octobre ou en novembre ou en décembre. Non, c'est en avril, voilà. Après, grosse chaleur. Tiens, ok, bon. Qu'est-ce que vous en pensez?
te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.